Il est 8h15, le petit déjeuner politique ce matin. C'est Arnaud Montebourg, entrepreneur, ancien ministre et candidat à la présidentielle. Bonjour Arnaud Montebourg. Bonjour Monsieur Roger. Bonjour prix madame. Du carburant, pouvoir d'achat, réindustrialisation, on va en parler dans un instant. Juste avant ça, une question quand même sur votre candidature. Ce soir, Anne Hidalgo va être officiellement investie par le PS. Est-ce que vous pourriez la rejoindre? Carole Delga, l'une des proches d'Anne Hidalgo, vous a tendu la main en direct sur Sud Radio il y a quelques jours en disant mais il est bienvenu en fait dans notre camp, il est toujours là. Écoutez, je défends des propositions qui sont nouvelles, qui n'existent pas dans les partis politiques. Je considère que d'ailleurs les 4 quinquennats, les 20 ans qui viennent de s'écouler ont mené peu ou prou les mêmes politiques. Bah vous y étiez. Oui, et c'est d'ailleurs ça s'est pas très bien terminé, comme vous le savez. Il y a eu une fracture et une rupture. Et pour moi, le moment est venu de parler différemment depuis ma position. Moi, je suis un entrepreneur, mais je suis un homme de gauche. J'ai créé des entreprises. J'ai une expérience ministérielle, politique, de terrain. J'ai été président de mon département. Donc, j'ai accumulé un certain nombre d'expériences personnelles qui permettent aujourd'hui, qui me permettent aujourd'hui de dire que la réduction du temps de travail, la question des allocations comme le revenu universel sont des erreurs. Ouais. Aujourd'hui... Ça, c'est un homme de gauche qui dit ça, quoi. Non, mais quand je dis que ce sont des erreurs, c'est-à-dire qu'on a déjà fait les 35 heures, ça a eu des conséquences sur la modération salariale, sur l'augmentation de la productivité dans les entreprises, notamment dans les usines, c'était quand même très difficile. Et je pense qu'il ne faut pas reprendre ce chemin-là. En revanche, la question des salaires est aujourd'hui posée. Le pouvoir d'achat est central. Et la gauche répond toujours avec la même réponse, des allocations. Les Français, ils veulent vivre de leur travail, ils ne veulent pas vivre d'allocations. Et c'est pour ça d'ailleurs que la gauche traditionnelle n'est plus entendue par une partie justement des classes plus populaires. Elle a abandonné les classes populaires, notamment en raison de sa politique fiscale. Puisque quand vous entendez allocation, vous entendez comment on les finance, donc par les impôts. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment, par son travail, qui est le sens de la dignité et de la reconnaissance de la société. C'est ce que disait Victor Hugo, le travail fier. Dites-moi, Arnaud Montebourg, travailler plus pour gagner plus, mais c'est déjà, ça, on l'a déjà vu ça, hein, certain Nicolas Sarkozy. Non, mais ça c'est autre chose. Bah oui, mais c'est un peu ce que vous proposez. Non, mais non, je demande à ce qu'on paye mieux les gens avec le travail qu'ils font déjà. C'est un petit peu différent, c'est-à-dire des augmentations de salaire. Donc je propose 10% d'augmentation du SMIC. 10%, je propose, je pense que c'est encaissable par les entreprises. Pourquoi ? Parce qu'il y a sur le SMIC peu de cotisations sociales, elles ont été déjà amplement allégées. Deuxièmement, je pense qu'il faut maintenant reprendre tous les métiers qui sont dévalorisés. Il y a, parmi les personnes qui sont au SMIC, c'est 62%, ce sont des femmes, d'abord, qui travaillent à temps partiel contraint. Donc, qui se débrouillent pour élever généralement des mamans solo, leurs enfants ou leurs enfants avec 800 €. Je vais vous dire, c'est intenable. Le gaz a augmenté, gaz a augmenté en 3 mois de 36%, l'électricité de 74% en plus de 10 ans, et vous avez aujourd'hui, regardez le prix de l'essence, on est arrivé maintenant à un niveau qui est supérieur à celui qui a justifié le mouvement des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, les Français ils sont pendus financièrement. Et on ne peut pas dire, comme l'a dit le président du MEDEF, l'économie ne pourra pas accepter les augmentations de salaire. Pourquoi ? Parce que les Français ne peuvent plus vivre de leur travail. Il y a des millions de Français qui sont au travail et qui se disent comment je fais pour vivre. C'est intenable dans une société. Alors, je vais vous dire, regardez ce qui se passe à l'étranger. En Espagne, le Premier ministre a augmenté, son gouvernement a augmenté les salaires en 5 ans de 27%. Monsieur Biden propose le salaire minimum, on verra s'il le fait, c'est dans son programme de l'année dernière, le salaire minimum fédéral à $15. 15 €, vous voyez. Le SMIC aujourd'hui en net est à 8. Les Allemands, le chancelier allemand qui vient de gagner l'élection législative, il a proposé une augmentation du salaire minimum de passer de environ 9,80 à 12. Ça fait 20% d'augmentation. Donc, on doit organiser en quelque sorte et participer à la remontada mondiale des salaires, particulière européenne. Mais le problème, c'est comment on fait face à la concurrence internationale. Je viens de répondre. C'est que tous les autres pays sont en train de remonter les salaires. Mais pas tous, vous le savez bien. Il y a des endroits en fait en Europe centrale, il y a des endroits en Chine où on paye moins et qui nous concurrencent extrêmement pour la fabrication, puisqu'on veut réindustrialiser la France. Alors, les salaires en Chine augmentent environ de 25%
extrêmement lent dans certains secteurs. Et aujourd'hui, les pénuries, y compris sur un certain nombre de produits, font monter les prix partout, et y compris en Chine. Donc la compétitivité de la zone Europe est une réalité, et nous devons en tirer les marges de manœuvre nécessaires. Oui. Mais Arnaud Montebourg, tout à l'heure, je vous posais la question sur Anne Hidalgo. Vous ne pourriez pas vous rapprocher d'Anne Hidalgo pour ces raisons-là, c'est-à-dire qu'elle ne parle plus, selon vous, à une certaine gauche, ou vous pourriez quand même, à un moment donné, si elle vous tend la main, aller faire campagne avec elle? Nous sommes dans une présidentielle. C'est un accord entre le souverain, qui est le peuple, et un candidat ou une candidate. Donc chacun présente ses propositions et on va au bout. Voilà. Mais il n'y a pas d'alliance, ça n'existe pas les alliances, puisqu'on choisit une personne. C'est pas un programme de gouvernement avec une équipe gouvernementale qu'on constitue dans l'élection présidentielle. C'est donc une rencontre. Soit la rencontre elle a lieu, soit elle n'a pas lieu. Mais je ne pense pas qu'on puisse. Mais comment allez-vous faire pour financer votre campagne? C'est la même problématique qu'on observe pour Éric Zemmour. On dit qu'il y aurait sa candidature possible, mais on se demande comment il pourrait être financé. Mais les partis sont là. Conformément à la loi, par des dons, par des prêts, et par les banques, parce que les banques, elles prêtent quand vous êtes assuré d'être au-dessus de 5%. Voilà. Oui, mais pour l'instant, la remontada est peut-être en marche, mais enfin, vous êtes dans les sondages à un peu moins de 5%. D'abord, c'est le début. Je présente mes propositions. Et par ailleurs, il y a des gens qui ont commencé beaucoup plus bas et qui ont fini très très haut. Donc, on ne peut pas aujourd'hui préjuger de ce que sera la décision des Français. Les Français, ils se positionneront en février-mars. À propos de positionnement, donc laissez-nous travailler. Oui, à propos de positionnement, Anne Hidalgo se veut écolo. Yannick Jadot est évidemment le porte-drapeau des écolos. Comment vous situez-vous par rapport à eux? Alors d'abord, moi je suis un écolo pratiquant. Ah bon? Oui, j'ai créé plusieurs entreprises, Bleu Blanc Ruche pour repeupler la France en abeilles, en une sorte de société d'entraide entre le consommateur et les apiculteurs, pour organiser en quelque sorte une meilleure prospérité de l'exploitation apicole et leur permettre de financer la croissance de leur cheptel. J'ai créé la Compagnie des amandes pour relocaliser en France des amandes qui d'ailleurs sont bourrées de pesticides en Californie, et nous faisons de l'agroécologie. Et j'ai créé la Mémère, une marque de glace bio fabriquée par les paysans avec leur lait bio sur place, qui partagent la valeur avec les agriculteurs. Que les écolos et qu'Anne Hidalgo. Alors, j'ai dit pratiquant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je la pratique. Pourquoi? Parce que je considère qu'on a un problème sur la biodiversité, et que par ailleurs, la question des fossiles et du réchauffement climatique, la menace climatique qui angoisse beaucoup les nouvelles générations, est un problème que tout le monde partage. La question n'est plus de savoir si nous devons limiter nos émissions de gaz à effet de serre et CO2. La question, c'est comment. Alors, les écologistes ont une réponse qui est d'ailleurs celle de l'Europe. Il y a eu 3500 pages d'un programme intitulé Green Deal, sous la signature de Madame Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Vous avez une taxe à chaque page. Donc le système de la fiscalité écologique, qui consiste à mettre des taxes sur les pratiques indésirables, a pour conséquence d'abord de toucher d'abord les classes populaires et les classes moyennes, et ça ne marche pas. Vous pensez au carburant, par exemple. Le carburant, c'est exactement ça. Madame Hidalgo a dit, non, faut diminuer les taxes sur l'énergie, ce qui est ma proposition. Aujourd'hui, vous avez de la TVA à 20% sur l'énergie domestique, à domicile. Excusez-moi, c'est des biens de première nécessité. Quand il fait froid et qu'on grelotte, qu'on ne peut pas se chauffer, on ne va quand même pas taxer les gens à 20%. Vous êtes plus favorable justement à la baisse des taxes qu'à des chèques énergie, par exemple, ou des différentes allocations? Parce que le gouvernement est en train de réfléchir à ça. D'abord, le gouvernement, il met du temps à réfléchir, je vais vous dire. Et surtout, il a dit une chose, le Premier ministre, M. Castex. Il a dit que la hausse de 36% du gaz serait lissée. Ça veut dire que les Français vont la payer. Ils la paieront plus dans le temps, mais ça change quoi? Puisque en vérité, c'est un prélèvement de 300 € à 700 € supplémentaires sur les revenus annuels. Donc pour les classes moyennes, ceux qui ont des petits salaires ou des petits traitements, je peux vous dire, ça ne fonctionne pas. Alors on va restituer un chèque de 100 €, mais enfin il reste quand même 200 prélevés. Donc le système qui consiste à taxer à 20%
500 l'énergie pour redistribuer des chèques à... D'abord, on pompe 500 et on redonne 100. Entre deux, on encaisse 400. C'est un système qui ne marche pas. Et qui, par ailleurs, n'empêchera pas la gilet jaunisation de toute l'Europe. Oui, question Arnaud Montebourg, puisque vous avez évoqué l'Europe à l'instant. Il y a en ce moment un débat posé par Michel Barnier, Valérie Pécresse aussi l'a repris, et le Rassemblement national en avait beaucoup parlé. Est-ce que le droit national doit primer sur le droit européen? Alors, j'ai défendu, dans mon discours de candidature à Clamecy, le 4 septembre dernier, la nécessité, devant une Union européenne qui ne marche pas, qui ne traite pas les problèmes, ne nous protège pas contre les GAFAM, contre, j'allais dire, la puissance industrielle chinoise. Les Américains mettent des taxes, et c'était pas que M. Trump, c'était aussi M. Obama. Les Américains l'ont toujours fait. Les Européens ont laissé s'organiser une passoire. Donc nous ne sommes pas protégés face à la montée des empires et le chaos qui est en train de s'installer. Donc nous avons besoin, nous, lorsque finalement l'Union européenne passe son temps, je reprends l'expression du président Georges Pompidou, qui disait arrêtez d'emmerder les Français, ben, excusez-moi, la Commission européenne passe son temps à emmerder la France. Exemple, on doit privatiser nos barrages, mais ce sont les nôtres, on les a construits avec notre sueur. On devrait démanteler EDF. EDF assure, qui est un des premiers opérateurs de production d'électricité, l'électricité la moins chère d'Europe. Et on nous oblige à augmenter nos prix. On ne peut pas vendre l'électricité décarbonée d'origine nucléaire à un prix acceptable. On est obligé d'avoir les prix d'achat du gaz à l'étranger. Ça, c'est ça la réussite complète sur la dérégulation du marché européen, c'est l'explosion des prix de l'électricité. Troisièmement, on sauve Air France KLM. On met 7 milliards sur la table. Vous savez ce que dit la Commission européenne? Elle dit oui, mais attention, si vous mettez 7 milliards pour Air France KLM, en contrepartie, vous allez devoir donner ou transférer des créneaux de décollage et d'atterrissage aux compagnies low cost anglo-saxonnes à Orly. Mais Orly, c'est chez nous. Vous comprenez? Donc ça, moi, je défends l'idée, et je le proposerai sous la forme d'un référendum que j'appelle 6e République, qui va être une nouvelle répartition des pouvoirs. Et c'est une proposition que Michel Barnier, qui n'est pas un anti-européen, moi, je ne suis pas un frexiteur, mais je considère que le rétablissement d'une forme de souveraineté nationale raisonnable, quand l'intérêt national est en jeu, doit être fait. Donc la souveraineté nationale fera partie des enjeux justement de cette présidentielle. Vous pourriez vous rapprocher, vous, à un moment donné, de certains qui sont peut-être à droite plus qu'à gauche. Mais moi, je n'ai pas de rapprochement à faire. Je défends des propositions. Si vous avez un homme de gauche comme moi, un homme modéré de droite comme M. Barnier qui le propose, qui est un ancien commissaire européen et qui a vu la dérive des institutions européennes. Excusez-moi, la Cour de justice de l'Union européenne a quand même dit qu'il faut imposer les 35 heures aux armées. C'est impensable. De quoi se mêle-t-elle? Ce n'est pas sa compétence. Il faudrait un référendum ou des référendums sur ces questions? Non, mais il faudra de toute façon une réorganisation des pouvoirs parce que l'abus de pouvoir est à tous les étages aujourd'hui dans la dérive de la 5e République. Mais parmi ceux-là, la reprise du contrôle est fondamentale pour tous ceux qui considèrent que les décisions doivent quand même en dernier ressort nous appartenir. Pour ma part, je défends que lorsque le Parlement le décidera, il pourra y avoir des amendements, des modifications, des décisions européennes, des décisions issues des institutions européennes par le Parlement qui exprime la souveraineté nationale en dernier ressort. Et je vais vous dire, on ne va pas en mourir, l'Union européenne n'en mourra pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que fonctionnait la construction européenne jusqu'en 1989. Et que, d'ailleurs, ça n'a pas empêché que l'Union européenne fasse de grandes choses, n'est-ce pas? Question plus, finalement, politique, mais aussi observateur de la vie politique, que vous connaissez parfaitement bien, Arnaud Montebourg. Comment vous expliquez, vous, la montée en puissance d'Éric Zemmour dans les sondages, dans les intentions de vote, en fait, aujourd'hui? Écoutez, moi, je ne suis pas commentateur. Non, mais vous aimez bien aussi... Je vous signale, vous en êtes à votre deuxième question sur d'autres candidats. Et on a vu votre programme. Une troisième question, maintenant... non, mais moi, j'ai des propositions à faire beaucoup plus intéressantes que de commenter des candidats qui ne le sont pas. Il n'est pas candidat. Donc, quand il sera candidat, on en reparlera, vous me réinviterez. Alors, vous seriez prêt à débattre avec lui? Je n'en suis pas là, j'en suis à défendre mes propositions. Si vous me laissez ce temps d'antenne, monsieur Roger, ça me serait très utile. C'est ce que l'on fait, là. Alors, par exemple, je voudrais vous dire... Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Je me la repose puisque vous ne me la reposez pas. Vous m'avez posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous êtes un écologiste? Oui. J'ai un programme de retour à la Terre, par exemple. Ça, c'est intéressant. Ah bon? Oui, il y a 10 millions de Français aujourd'hui
qui sont dans les métropoles et qui rêvent d'en partir. Ouais. Ils sont même, passez-moi l'expression, scotchés. Ouais. Trop petits salaires, la vie trop chère, des transports infernaux, temps de travail, trajet, domicile trop dur, et qui veulent partir. Et qui veulent soit retrouver leurs racines, repartir à la campagne, trouver un emploi, changer de vie professionnelle comme moi je l'ai fait. Ouais. Et ils n'y arrivent pas. Il y a 1 million de biens vacants abandonnés dans tous les territoires, les petites villes, les communes rurales. Oui, c'est vrai. Les Italiens du Sud ont fait ça avec succès, et ils ont offert pour 1 euro à toute personne qui rénove la maison. Ça a été fait dans le Limousin également. Quoi. Je propose un programme sur les biens vacants, de récupération de ces biens vacants à un prix d'ailleurs. Ce sont des biens qui coûtent plus cher que ce qu'ils rapportent à leurs propriétaires, et qu'on les attribue à toute personne qui veut s'installer, rénover à ses frais. C'est un programme d'accession à la propriété pour ceux qui n'en ont pas. Et contrairement à ce que dit la légende, il y a beaucoup de travail et d'emplois à créer ou existants non pourvus dans tous ces territoires. Ouais. Et c'est une occasion pour beaucoup de Français de réaliser leurs rêves et de désengorger les métropoles pour amener de la population dans la diagonale du vide. Ils vivront de quoi? Quelles activités pourront-ils avoir sur ces territoires? Il y a beaucoup d'emplois non pourvus aujourd'hui dans l'artisanat, dans le commerce, dans l'agriculture. Et d'ailleurs, il faudra imaginer d'installer des écoles de formation professionnelle pour permettre, et c'est l'un des grands projets, on va avoir 3 millions de personnes, et c'est déjà le cas, qui ont perdu leur travail, qui ont changé de travail et qui veulent changer de vie et de travail. Eh bien, il va falloir installer des écoles dans les entreprises. Voilà, aux frais de la formation professionnelle qui, comme vous le savez, prélève chaque année 30 milliards sur l'économie. Allez, question aussi d'actualité, Arnaud Montebourg, sur demain, l'hommage à Samuel Paty. Il y a une menace islamiste toujours en France, selon effectivement Gérald Darmanin, qui a envoyé des circulaires au préfet pour être vigilant. On n'en a pas fini avec ça, il faut être beaucoup plus ferme, par exemple comme avec la mosquée d'Alonne, pour la fermer. Écoutez, je crois que ce qui s'est passé l'année dernière était un traumatisme qui nous a fait beaucoup réfléchir. Car un professeur dans l'exercice de ses fonctions qui enseigne la liberté d'expression, donc c'est son métier de permettre à des élèves de la République française de faire des choix en toute liberté, a été assassiné, et il a fait l'objet de menaces d'une meute d'agitateurs islamistes, d'islamistes politiques, qui ont amené et préparé le terrain au passage à l'acte et à l'assassinat. Donc, ce qu'on a noté, c'est que la police avait fait son travail. Mais l'administration de l'éducation nationale avait couvert, ou en tout cas n'avait pas été à la hauteur quand on lit les rapports. Et donc, moi, je voudrais qu'on en tire les justes leçons, puisque nous nous apprêtons à rendre hommage à Samuel Paty, qui est mort dans l'exercice de ses fonctions et de ses nobles fonctions. Et je pense à tous ces enseignants qui ont été bouleversés, parce que par la terreur, vous avez aujourd'hui des islamistes politiques qui voudraient changer le contenu de nos enseignements républicains. C'est inadmissible. Donc, ce n'est pas que les terroristes, c'est aussi tous les agitateurs militants de l'islamisme politique qui travaillent la société. Jean-Luc Mélenchon, par exemple ? Pardon ? Jean-Luc Mélenchon, vous dites des agitateurs politiques. Et on a un certain nombre dans l'affaire Paty qui ont été poursuivis parce qu'ils avaient préparé le terrain. Mais est-ce que ça se reproduit ? Est-ce qu'il y a d'autres événements de ce type autour de l'éducation nationale ? Vous savez, Kamel Daoud, un grand écrivain algérien, et moi j'ai des origines algériennes, je suis très sensible à ce qui se passe en Algérie. Je dois vous dire, il a dit une chose, il a dit quand on a été aux prises avec l'islamisme, vous savez ce à quoi les islamistes ont commencé par s'attaquer, la justice et l'éducation. Soyons vigilants. Merci Arnaud Montebourg, entrepreneur, ancien ministre et donc candidat à la présidentielle. La remontada est en route.